Bien, je m'appelle Alexis Bruno, je suis titulaire d'un Master 2 en histoire, en ayant effectué un mémoire sur une partie des guerres de Vendée assez peu connue, notamment tous les événements qui ont suivi les colonnes infernales. Et fort de cela, je suis rentré dans l'enseignement où je suis encore actuellement en tant que professeur d'histoire-géographie dans un collège et lycée de Poitiers. Mon sujet de mémoire se place de 1794, donc de la fin des colonnes infernales, jusqu'à la paix de Saint-Florent-le-Vieil en 1795, donc mai 1795, sur l'équivalent d'une année. Et il est particulièrement intéressant car la guerre de Vendée, à ce moment-là, a pris un tournant assez particulier. Donc, d'une part, il y a eu la fin des massacres généralisés de Vendéens, et surtout, la République a commencé à concevoir la guerre d'une autre manière, et surtout d'une manière opposée à celle à laquelle elle était habituée auparavant. Au début, son but, c'était on envoie des troupes, on fonce, on envahit le territoire vendéen, on anéantit tout ce qui résiste et on récupère cette partie qui ne veut plus être dans la République, mais qui officiellement en fait partie. Et là, comme avec la destruction des récoltes et des villages, ben, les troupes républicaines, elles avaient plus de point d'appui où se mettre, eh bien, la Convention a décidé de retirer ses troupes dans dans des camps qui ont été placés à la limite de la zone contrôlée par les insurgés. Et souvent, pour faire comprendre mon sujet plus familièrement, je prends l'exemple d'Astérix en disant que c'est comme avec eux, les irréductibles vendéens et tous les camps républicains autour qui les encerclent. Pour donner un peu une idée de la chose, sachant qu'il y avait une quatorzaine de camps qui étaient plus ou moins éloignés les uns des autres. Et à la base, il était prévu que de ces camps partent des colonnes, qu'on n'appelait plus des colonnes infernales, mais des colonnes agissantes, donc qui intervenaient dans le territoire vendéen, avec pour but de lancer des opérations, de détruire les différents rassemblements qui auraient pu se faire avant que les armées ne se reforment, et ensuite de s'arrêter sur des positions de façon à ce que le camp qui était resté en arrière soit déplacé là où elles sont. Et ainsi, de manière progressive, faire avancer le front à travers la Vendée militaire pour renvoyer les Vendéens vers la Loire et ainsi les anéantir, puisque comme ils auraient le dos au fleuve, eh bien, ils n'auraient pas pu fuir bien longtemps et surtout très loin. Sauf que cette tactique qui était très bien sur le papier n'a pas pu être mise en place, puisque le général Turreau s'est vanté de pouvoir faire ça avec à peine 40 000 hommes, et la Convention l'ayant pris au mot lui a laissé exactement ce nombre-là. Sauf que comme son armée était fortement diminuée par les maladies à cause du manque de nourriture et des épidémies présentes notamment à cause des cantonnements placés dans les marécages sur le littoral vendéen, eh bien, l'armée de l'Ouest a perdu toute liberté d'action et donc les soldats républicains se sont retrouvés réduits à une défensive qui au final a plus désorganisé l'armée qu'autre chose. Et donc, comme les Vendéens se sont vite aperçus de cette situation qui pouvait leur être profitable, eh bien, une fois qu'ils ont fini leur récolte au mois d'août, Charette notamment a lancé toute une série d'attaques qui lui a permis de détruire trois des quatre camps qui le menaçaient le plus. Et donc, comme il avait réussi à remporter ces grandes victoires, la Convention a décidé de faire de lui son principal interlocuteur, puisque c'était le chef vendéen le plus menaçant. Et donc, c'est comme ça qu'on a abouti aux pourparlers qui, qui ont permis d'aboutir à la paix de la Jaunée, où Charette a juré qu'il déposait les armes et surtout a obtenu des avantages assez importants, comme le fait de pouvoir conserver ses armes, la création d'une garde territoriale qui serait confiée aux Vendéens juste pour la Vendée, des exonérations d'impôts. Enfin, c'était assez impressionnant les avantages qu'ils obtenaient. Tous n'ont pas été remplis, bien entendu, euh, mais ça a permis au moins de libérer une partie des troupes et ensuite de pouvoir se retourner contre Stofflet en Anjou, qui lui continuait le combat, sachant que Charette, pour maintenir le change, a développé un double jeu qui, selon lequel
Alors qu'officiellement, il soutenait les républicains en les aidant, en les informant de différentes actions que son homologue aurait pu tenter, eh bien, il maintenait ses contacts avec l'Angleterre et surtout avec Louis XVIII, qui à l'époque se trouvait au nord de l'Italie et qui avait fait de lui également son principal représentant dans l'Ouest. Et c'est comme ça que Charette, gonflé de tous les honneurs que Louis XVIII lui a donnés, eh bien, reprendra le combat au mois de juin avec au début beaucoup de réussite, sauf que l'armée républicaine sera confiée au général Hoche, qui, ayant parfaitement compris la mentalité des Vendéens, prendra les mesures qu'il fallait, à savoir le respect des individus, et surtout, il leur dira, nous prenons vos troupeaux, mais nous vous les rendons si vous nous rendez vos armes. Et donc, comme les Vendéens rendront leurs armes en masse, il leur rendra leur bétail, et c'est comme ça que la Vendée sera pacifiée de manière, on va dire, de manière naturelle et de manière pacifique, et que Charette, n'ayant plus de combattants, finira par être capturé et exécuté à Nantes en 1796. La Première République donc, commence en 1792, au moment où le roi est renversé au mois d'août. S'ensuit après une période d'instabilité politique où les grands partis révolutionnaires, à savoir les Girondins qui sont assez modérés et les Montagnards qui sont un petit peu extrémistes, se disputent le pouvoir, avec l'éviction des premiers et l'arrivée des seconds à partir du printemps 1793. Et les guerres de Vendée commencent à la fin de la période girondine et s'étendent ensuite sous la période montagnard. Et c'est au cours de cette seconde période que la plupart des crimes liés au génocide ou aux crimes de masse, suivant dans quelle optique on se place, ont lieu. La Vendée militaire s'étendait en partie en Vendée, elle comprenait les 2 tiers du territoire vendéen, à l'exception du sud, donc la région des Sables, de Luçon et de Fontenay-le-Comte, qui étant assez bourgeoise et assez ouvert aux échanges avec les autres départements ont été acquis à la Révolution très vite, contrairement aux masses paysannes du centre qui, elles, étaient beaucoup plus proches des idées monarchiques et religieuses. Mais elle s'étend également sur l'ouest des Deux-Sèvres, le sud du Maine-et-Loire et le sud de la Loire Atlantique, qui s'appelait à l'époque la Loire inférieure. Et si on lui a donné le nom de Vendée, c'est uniquement parce que les républicains ont subi leur première défaite, pardon, à côté de Chantonnay, à la Guérinière, le 19 mars 1793, d'où le nom. Les Vendéens n'étaient pas hostiles à la Révolution, au contraire, ils en étaient extrêmement favorables, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque la promesse de la liberté, de l'égalité et du respect de la religion, eux, c'est ce qu'ils demandaient. Et comme la Révolution supprimait également la milice, qui était un service militaire local obligatoire, qui était très très impopulaire dans les campagnes, eh bien c'était, on va dire, tout bénéfice pour eux. Sauf qu'au fur et à mesure de l'évolution du conflit et de la radicalisation des montagnards, eh bien des mesures contre la religion ont été prises et les paysans, se sentant vexés dans leurs croyances et dans leur vie quotidienne, se sont détournés de la Révolution. Et lorsqu'il leur a été demandé de combattre aux frontières pour un régime dans lequel ils ne se reconnaissaient plus, eh bien, ça a été en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, l'événement de trop. Et comme on a regroupé tous les mécontents dans les villages pour faire le tirage au sort, eh bien, ça a explosé d'un coup. Et ça a explosé dans toutes les bourgades au même moment, que ce soit à l'est de la Vendée militaire comme à l'ouest, sans qu'il y ait de concertation préalable. Et ensuite, comme les paysans se sont rendus compte que, eh bien, ils ne pourraient pas résister bien longtemps aux soldats de la Révolution, eh bien, ils sont allés retrouver les nobles qui s'étaient retirés sur leurs terres. Et comme c'était beaucoup d'anciens militaires, eh bien, leur ont demandé de mettre leurs connaissances et leur savoir au profit de la Révolution. Enfin, la Révolution vendéenne, bien entendu. La différence existe seulement pour les premiers conflits vendéens, donc ceux qui ont eu lieu de 1793 à 1796. Et la seule différence, c'est que les Chouans sont en Bretagne,
Et les Vendéens, ou brigands, si on reprend la terminologie révolutionnaire, se trouvent en Vendée militaire. Et c'est à partir du soulèvement de 1799, comme ils étaient tous les deux coordonnés par les mêmes individus, qu'on a appelé Chouans ceux qui étaient au nord de la Loire et ceux qui étaient au sud. Enfin, les Chouans étaient un peu plus royalistes que les Vendéens, puisque les Chouans étaient royalistes de base, alors que les Vendéens le sont devenus par l'intégration des nobles dans le mouvement. Mais surtout, les Vendéens, au début, les nobles, comme ils étaient militaires, ils ont voulu leur donner une organisation d'armée régulière, et donc faire des batailles rangées, ce qui, comme c'était le cas à Torfou, Cholet et autres, alors que les Chouans, eux, étaient beaucoup plus sur la guérilla et les embuscades. La guerre de Vendée donc, commence au mois de mars 1793, lorsqu'il y a les tirages au sort pour la levée des 300 000 hommes, hein, les soldats de l'an 2. À ce moment-là, les paysans s'insurgent, comme j'ai dit plus tôt, puisque c'était l'événement de trop, en quelque sorte. Ils se regroupent en bandes qui posent leur appartenance au niveau local, c'est-à-dire que c'est des paysans d'une même bourgade qui se rassemblent et qui forment des attroupements, on va dire, qui se réunissent les uns aux autres et qui finissent par former de grosses armées à partir du printemps. Et du mois de mars jusqu'au mois de juin, la Vendée militaire remporte victoire sur victoire et parvient même à prendre les principales villes qui l'encerclent, à savoir Thouars, Fontenay-le-Comte, Saumur et Angers. Et en tentant de prendre Nantes, les Vendéens sont repoussés et surtout le commandant en chef des Vendéens, Catlino, reçoit une balle à laquelle qui provoque sa mort 2 semaines après, le 14 juillet 1793. Et à partir de ce moment-là, les républicains commencent à se réorganiser et à lancer des attaques régulières, mois par mois, au sein de la Vendée militaire. Au début, comme elles sont mal coordonnées et surtout l'essentiel des troupes étant des conscrits sans expérience, eh bien, les Vendéens parviennent à les battre puisqu'ils connaissent le terrain beaucoup mieux. Et tout change à partir du mois de septembre-octobre, puisque les Mayenzais, qui étaient réputés pour être les meilleures troupes d'Europe, arrivent en Vendée, justement dans le but d'écraser le soulèvement une bonne fois pour toutes. Et là, les Vendéens ont affaire à plus forte partie, ils tentent de résister, mais à Cholet, l'affrontement ultime, entre guillemets, a lieu le 17 octobre, et les Vendéens, malgré une belle résistance, sont vaincus, repoussés vers la Loire, et c'est là que commence une nouvelle partie du conflit, à savoir la virée de Galerne, au cours de laquelle les Vendéens, enfin les restes de la grande armée catholique et royale, traversent le fleuve, se rendent en Normandie, enfin en Bretagne et à l'ouest de la Normandie, dans le but de chercher un port pour obtenir le secours des Anglais. Ils essaient devant Granville, dans le département de la Manche, sauf qu'ils échouent. Et ensuite, ils se retirent vers la Loire dans le but de retourner en Vendée, mais battus à Angers et au Mans, ils se replient vers Savenay, au nord-est de Nantes, où leurs derniers combattants sont exterminés par les Républicains. À partir de ce moment-là, on peut penser que la guerre de Vendée est terminée, puisqu'il n'y a plus réellement de combattants. Les troupes de Charette qui sont restées sur les côtes vendéennes ne sont plus une grande menace. Et la République, si elle prend les mesures adéquates, peut facilement venir à bout de ce soulèvement et y mettre fin. Sauf qu'à ce moment-là, on est dans une logique de terreur absolument implacable. Et le comité de salut public, dominé par Robespierre et Saint-Just, décide d'éliminer la population vendéenne de manière totale, de s'en débarrasser. Et c'est là que les colonnes infernales arrivent, avec pour but d'anéantir le peuple vendéen, de massacrer tout le monde, comme il est dit dans les différents ordres que le général Turreau reçoit ou qu'il prend. Ces colonnes vont fonctionner en Vendée pendant 4 mois, jusqu'au mois de mai, et lorsque le comité de salut public se rendra compte qu'elles ont échoué, que non seulement par leur échec, elles ont provoqué des destructions inutiles, mais en plus, elles ont reformé les armées vendéennes et les ont rendues aussi menaçantes qu'elles ne l'étaient un an auparavant, ils vont destituer le général Turreau et créer une nouvelle stratégie, celle des camps, auxquelles nous reviendrons plus tard, qui devait leur donner la victoire. Sauf que comme ils s'y prendront mal encore une fois, pour différentes raisons,
eh bien, voyant qu'ils ne pouvaient pas vaincre, ils accepteront de faire la paix avec les Vendéens en leur proposant une amnistie, paix qui sera signée à la Jaunée en février avec Charette et au mois de mai avec Stofflet à Saint-Florent-le-Vieil. Mais cela n'empêchera pas que les tensions demeurent. Et comme les Vendéens avaient conservé de nombreux avantages de la paix, notamment la possibilité de garder leurs armes, eh bien, cela rendra un nouveau soulèvement vendéen beaucoup plus facile, puisque Charette reprendra le combat au mois de juin, non seulement pour répondre au débarquement des émigrés à Quiberon qui a eu lieu à ce moment-là, mais également pour marquer sa réprobation du fait que Louis XVII, qu'il considérait comme le nouveau roi de France depuis l'exécution de son père, était mort au Temple et que le traité de la Jaunée promettait que celui-ci, donc Charette, allait recevoir la garde du petit enfant. Donc comme il était vexé sur les deux points, eh bien, il a décidé de reprendre le combat jusqu'à sa mort euh, à Nantes, où il est tombé sous les balles républicaines en mars 1796. Et c'est ça qui clôture la première guerre de Vendée et surtout la plus importante, puisque les suivantes seront beaucoup moins longues et surtout beaucoup moins impactantes pour le pays. Par les mesures qui sont prises, et surtout ce sont des mesures qui sont graduelles, c'est-à-dire qu'au début, lorsque la guerre commence, une première loi est prise au mois de mars, le 19, qui précise que tous les individus pris les armes à la main et reconnus comme contre-révolutionnaires seront exécutés sous les 24 heures, sans procès. Ça, c'est la première étape. Comme ils ont vu que ça ne fonctionnait pas, enfin que ce n'était pas aussi utile que prévu, ils ont pris un autre décret d'extermination, le 1er août 93, pardon, qui prévoit, lui, que les Mayenzais seront envoyés en Vendée pour réduire l'armée vendéenne au silence, mais également que le territoire sera soumis à une dévastation totale. Il était prévu également que les populations seraient transférées sur les arrières enfin, les populations civiles non armées seraient transférées sur les arrières de l'armée, mais comme ce sera irréalisable, elles seront tuées directement sur place. Ça, c'est pour la deuxième partie. Et ensuite, ça sert de base pour les instructions du mois de janvier 1794 qui inaugurent les colonnes infernales et qui là prévoient que hommes, biens, animaux et maisons, même les récoltes, tout sera détruit. Le pays sera absolument anéanti. Ça, c'était le summum de la, de la logique de terreur. Sauf que là aussi, comme je l'ai dit plus tôt, comme ils ont vu que ça ne fonctionnait pas, ils ont pris le pendant inverse. Et à partir du mois de mai, les généraux républicains ont commencé à ordonner à leurs troupes de respecter les individus, d'arrêter ceux qui avaient les armes à la main et de laisser libres ceux qui n'en avaient pas, mais également d'épargner les villages et d'essayer de récupérer les récoltes si possible, puisque l'armée républicaine à ce moment-là, faisait face à un problème de ravitaillement énorme et surtout une famine assez importante, contrairement aux Vendéens qui, eux, avaient de quoi manger. Et donc, ils ont commencé, comme j'ai dit, à prendre l'exact opposé, c'est-à-dire à épargner les Vendéens, surtout qu'à ce moment-là, il y a une loi qui est prise le 10 janvier 1794 qui inaugure la Grande Terreur, où il y a les exécutions de masse, notamment à Paris, avec des personnes exécutées sous 24 heures sans procès. Et donc, c'est pour ça que c'est une coïncidence assez étonnante de voir que dans tout le pays, on massacre à tout va, on guillotine en masse, alors qu'en Vendée, on commence à vouloir épargner des gens qui sont considérés comme hostiles à la Révolution. Et donc, c'est pour ça qu'on peut considérer que le génocide vendéen, si on le conçoit comme tel, peut trouver sa fin au maximum au mois d'août 1794, puisqu'à partir de ce moment-là, non seulement les armées républicaines n'agissent plus, mais aussi il n'y a plus de mesures vraiment euh, de terreur qui sont prises. Tout simplement parce que ce sont les ennemis de l'intérieur. Et comme il y a toujours l'idée du complot qui est présent, de la révolution qui est menacée, et surtout lorsque les Vendéens ont pris Saumur,
S'ils avaient continué directement sur Paris, la révolution tombait. Elle tombait, la monarchie pouvait être restaurée, et surtout, c'était une grande menace. Et en plus, aux frontières en 1793, les Prussiens et les Autrichiens battaient les armées républicaines assez régulièrement. Donc, comme ils étaient menacés sur les frontières et à l'intérieur, de pouvoir se débarrasser de cette cinquième colonne, comme on pourrait dire aujourd'hui, eh bien, ça leur permettait de récupérer les troupes dont ils n'avaient plus besoin et de les renvoyer aux frontières où était leur place légitime. Et en plus, comme il y avait également l'idée que l'Angleterre soutenait derrière, eh bien, c'était un moyen d'affaiblir justement cet ennemi qui était considéré comme le principal. Et surtout de retirer une voie d'invasion aux forces émigrées et aux forces contre-révolutionnaires, puisqu'il y avait avec la Bretagne, la Normandie et la Vendée une bonne partie des littoraux français qui étaient gagnés à la contre-révolution. Et ça a été pour eux, notamment en 1793, une menace absolument énorme. Et ensuite, ça les a obligés à composer, une fois que la Convention thermidorienne avait voulu faire en quelque sorte table rase des lois de terreur. Donc ça leur a imposé d'accepter ce que la Révolution avait promis, en quelque sorte, la liberté religieuse, certaines formes d'égalité, et surtout d'accepter que la Vendée soit un territoire un peu à part, avec ses, entre guillemets, ses coutumes propres. Puis, avec la fin de la Seconde Guerre de Vendée en 1796, l'annulation de tout ça et le retour de la Vendée dans le giron de la République. Mais comme ça a été une guerre extrêmement importante, la Vendée, de par son nom, a une connotation particulière puisque la Vendée fait presque figure de province en tant que telle, alors qu'à la base, c'est une création artificielle due juste à une série de soulèvements spontanés qui ont eu lieu, en fait. Mais c'est devenu un petit peu le monstre à abattre, l'hydre de la Révolution, en quelque sorte. Et quand on coupait une tête, il y en a une autre qui arrivait. Et les principales conséquences ont été là, mais la Révolution n'a pas bien compris après ce qu'il fallait faire, puisque même le Directoire, avec une modération un peu plus importante, a pris des mesures contre la religion, notamment en imposant que les églises soient fermées les dimanches, et que semble les cloches étaient interdites de sonner, enfin des mesures de ce genre, qui n'égalaient pas celles de la terreur, mais qui étaient malgré tout une remise en cause du quotidien religieux et des habitudes des paysans vendéens, habitudes auxquelles ils tenaient. Il y a eu un autre conflit de 1799 à 1800, où là aussi, suite aux mesures vexatoires du Directoire, eh bien, les Vendéens se sont soulevés à nouveau, de manière beaucoup plus modérée. Et c'est Napoléon, une fois qu'il a pris le pouvoir en tant que premier consul, qui a fait avec les Vendéens la paix de Montfaucon, dans lequel il s'engageait à respecter la religion. Et c'est ça qui permettra l'émergence du Concordat l'année suivante. Concordat signé avec le pape Pie VII, dans lequel le catholicisme n'est plus la religion de la France, mais la religion de la majorité des Français. Donc elle perd en quelque sorte son titre de religion d'État, mais elle conserve le respect de l'État et des institutions. Donc là-dessus, les Vendéens sont en quelque sorte pacifiés, même si avec la création de l'Empire, ben, ça leur plaît pas beaucoup, puisque Napoléon, ils n'ont jamais eu beaucoup confiance en lui. Et lorsque celui-ci est revenu en 1815, comme ils avaient reçu beaucoup de reconnaissance de la part du roi et surtout la visite de la famille royale en 1814, ça les avait un peu gonflés dans leur orgueil. Et donc, ils se sont soulevés contre Napoléon en 1815, l'obligeant à détourner une partie de ses troupes en Vendée, troupes dont il aurait eu besoin à la frontière du Nord, notamment à Waterloo. Et dans cette guerre, justement, en 1815, les troupes impériales étaient commandées par le général Travot, qui a participé à la première guerre de Vendée et qui surtout a capturé Charette. Et une partie des troupes vendéennes était commandée par le général Canuel, qui lui a fait partie aussi des forces républicaines qui ont combattu les Vendéens entre 93 et 96. C'est toujours amusant de voir comment les gens se retournent au fur et à mesure des situations. Et dans cette guerre-là, il y avait aussi
des descendants plus ou moins directs des derniers chefs. Il y avait des Leroy-Jacquelin, des Charette, dont certains, effectivement, ont trouvé la mort au cours des combats, de manière plus ou moins glorieuse, on va dire. Mais cette guerre n'a duré que 2 mois, elle s'est arrêtée après le départ de Napoléon. Euh, mais les Vendéens, ayant subi beaucoup de défaites, ça a été plus une diversion qu'une réelle menace en soi. Et là-dessus, ben, Louis XVIII a accordé quelques pensions aux anciens combattants, leur a donné quelques honneurs, mais les Vendéens, considérant que la reconnaissance étant insuffisante par rapport à tous les sacrifices qu'ils ont consentis, ils ont commencé à se détourner de la cause royale. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque la duchesse de Berry, en 1832, voudra soulever la Vendée pour réinstaller son fils Henri V sur le trône, qui avait été, selon son opinion, usurpé par Louis-Philippe avec la monarchie de Juillet, eh bien, elle trouvera que peu d'écho et il n'y aura que quelques centaines de paysans qui accepteront de la rejoindre, paysans qui seront vite battus puisque Louis-Philippe, étant au courant de ses intentions, prendra toutes les mesures qui s'imposent pour contrer le soulèvement avant qu'il n'ait lieu. Et la duchesse de Berry sera découverte tout à fait par hasard dans sa cachette de Nantes et envoyée en prison à Blaye, où elle restera un bon moment, avant de retourner chez elle en Italie. Et les 3 dernières guerres, justement, ont été très peu impactantes, puisque selon les dires d'un grand chef vendéen, le général d'Autichamp, qui commandait tous les paysans d'Anjou pendant ces 3 conflits, comme il l'avait dit en 1832 à la duchesse de Berry, il lui dit si nos soulèvements n'ont pas marché, c'est parce qu'en 1793, les paysans sont venus chercher les nobles, alors que dans les soulèvements suivants, ce sont les nobles qui sont allés chercher les paysans, d'où leur refus de les suivre. Et donc c'est pour ça, comme j'ai dit, qu'ils ont été très peu impactants, ça a été plus des diversions qu'autre chose, puisque jamais ils n'ont été aussi menaçants que les armées vendéennes après la prise de Saumur en 1793, par exemple. Ce conflit existe depuis longtemps, puisque la Révolution étant la base de la vie politique française depuis l'avènement de la République, toucher à ça, c'est un peu particulier. Et donc, comme la guerre de Vendée étant une guerre civile, c'est un peu une tâche indélébile euh, qui fait, euh, qui fait pas très beau dans le tableau de la Révolution française, qui est présentée comme une période de renouveau politique et surtout de, euh, de remise en lumière du régime par rapport à l'archaïsme de la monarchie, évidemment, ça ne plaît pas beaucoup. Sauf que certains disent que le génocide vendéen ne peut pas être reconnu comme tel, puisque Raphaël Lemkin, qui a créé le crime de génocide, enfin qu'il a présenté à l'ONU dans le but de sa reconnaissance au moment des procès de Nuremberg en 1946, n'avait pas évoqué spécifiquement le génocide vendéen. Sauf qu'il apparaît que, n'en ayant pas eu connaissance, il n'a pas pu en parler. Et certains ne reconnaissent qu'un crime contre l'humanité pour la Vendée, puisqu'il est clairement reconnu que l'État était au courant et surtout était conscient et approuvait les mesures, à voir les lettres que le comité de salut public avait envoyées au général Turreau, dans lequel lui disait que ses intentions de tuer tout le monde étaient nobles et qu'il l'invitait à le faire, chose que l'on ne peut pas renier maintenant, même si certains essaient de le faire. Par contre, pour la reconnaissance du crime de génocide, si on se base au niveau des 5 critères qui ont été élaborés par Lemkin, il s'avère que ces 5 critères peuvent être plus ou moins remplis, sachant qu'il en faut au minimum 3 pour que le génocide soit reconnu. Donc, si on reconnaît le génocide, on peut le faire commencer à partir du début de la guerre, c'est possible, puisque l'exécution des contre-révolutionnaires sous 24 heures sans forme de procès peut être considérée comme une forme d'extermination de masse. Après, si on veut vraiment être logique, c'est à partir du mois d'août, avec le vrai décret d'extermination. Euh,
Et le génocide peut être terminé, par contre, au mois d'août 1794, puisqu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de massacres, puisque les derniers vrais massacres qu'il y a pu avoir ont été organisés au mois de juillet 1794, lorsque un général, qui d'ailleurs s'est fait destituer pour ça juste après, proclamait dans ses lettres qu'il avait tué tous ceux qu'il avait trouvé sur son chemin. Il se vantait d'avoir mis à mort 3000 personnes, dont la plupart étaient clairement innocentes. Donc c'est pour ça que ce génocide fait beaucoup de bruit. Des députés avaient demandé à ce que cette question soit portée à l'Assemblée pour qu'il soit reconnu, mais le débat n'a jamais pu se faire puisque ça fait appel à tellement d'émotions, notamment d'émotions politiques, que euh, le débat en deviendrait stérile de par la, la volonté justement pour la République de cacher ça. Donc c'est pour ça. On peut le reconnaître ou pas, mais il y a autant de raisons de dire non que de dire oui. C'est pour ça que c'est une question très, très épineuse. Une partie, c'est dû aux personnes qui l'ont créé, donc le studio du Puy du Fou, qui étant créé par Philippe de Villiers, qui est un des porteurs de ces idées un peu pro-vendéennes et hostiles à, à la thèse officielle qui veut que en Vendée, il ne se soit pas, enfin, le génocide est remis en cause, entre guillemets, eh bien, ils se sont dit que ce film allait être orienté dans le cadre de ces idées-là, et que donc ça allait être une apologie de la Vendée plus qu'un film historique en tant que tel. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que en faisant toute cette polémique, ils ont servi le film de, au lieu de lui faire du mal, puisque à la base, il devait sortir comme ça en catimini, mais avec tout le bruit qu'il y a eu, les gens en ont entendu parler, et c'est ça qui a permis que le nombre d'entrées soit supérieur à ce que ses producteurs attendaient, puisque les gens, en fait, poussés par la curiosité, se sont dit qu'ils allaient aller le voir pour se faire une opinion. Et il s'avère que les avis des spectateurs de ce film ont été absolument exceptionnels. Donc, ça a remis en cause les opinions des journalistes et ça a justement favorisé le fait que, eh bien, les opinions de ceux-ci s'en trouvaient erronées.